Bonjour à tous et bienvenue au Media Lab pour ce premier numéro consacré à l'actualité de l'ICL. Aujourd'hui, on parlera environnement. On va revenir sur le conseil d'orientation Livetree qui a eu lieu la semaine dernière. Il sera aussi question de RSE puisqu'on recevra Benoît Bourrel suite au grand débat organisé également la semaine dernière. Et puis, faire le bouffon, est-ce que ça vous dit? On reviendra sur un atelier consacré au lâcher-prise organisé par Hémisphère. Depuis le 22 mars, il y a 2 nouvelles plateformes qui ont été lancées pour s'inscrire en master. On vous explique. Donc l'objectif de la plateforme nationale Mon Master, c'est de permettre en fait aux étudiants qui sont titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent de pouvoir postuler dans tous les masters en fait au niveau de la France. Par exemple, pour l'Institut catholique de Lille, comme on est un établissement privé, pour pouvoir délivrer un diplôme national, en l'occurrence ici le diplôme national de master, on a en fait 2 possibilités. Soit en fait on passe une convention avec une université publique, soit en fait on passe par ce qu'on appelle un jury rectoral. Pour cette première année de lancement, seuls les diplômes en convention avec une université publique apparaîtront sur Mon Master. Donc finalement, nous on va travailler avec 2 systèmes en parallèle au niveau candidature. La plateforme Mon Master et puis notre plateforme de candidature interne qui est accessible via les facultés de l'Université catholique de Lille. On a bien expliqué sur le site des facultés quel master était accessible via la plateforme Mon Master et quel master, par contre, pour quel master il fallait postuler sur notre plateforme interne Espace Admission. Alors, si on veut plus de renseignements, on va sur le site Les Facultés où en fait les services ont bien détaillé toutes les procédures au niveau candidature. Et les inscriptions sur monmaster.fr se déroulent jusqu'au 8 avril. Environnement, comme chaque année, se déroule le conseil d'orientation Livetree, l'occasion de faire un bilan et d'entamer une réflexion pour les prochaines actions à mener au sein de l'université. Donc ce matin, nous organisons le conseil d'orientation du programme Livetree, qui est le programme de transition énergétique et sociétale de l'Université catholique de Lille, qu'on a mis en œuvre depuis 2014, bientôt une dizaine d'années. Donc ce conseil d'orientation réunit une trentaine de membres, dont un certain nombre d'entreprises, les collectivités, la région, le quartier, des étudiants qui viennent donner leur avis sur un certain nombre de réalisations dans le cadre de Livetree depuis 2 ans, qui viennent aussi nous challenger, nous donner des commentaires, des recommandations, mettre en exergue des sujets qu'on aurait peut-être oubliés, des liens qu'on aurait oubliés. Soyons dérangés dans nos certitudes. D'abord, c'est source d'épanouissement parce qu'on va plus vite, plus loin, plus fort. Et puis, c'est surtout de mieux faire notre job. Tout ce que vous faites, je le disais en introduction, moi, je veux vous féliciter, vous êtes exemplaires là-dessus. Vous nous interpellez, vous nous donnez des exemples. Donc, on continue. Il faut y aller. Derrière tout ça, j'en suis intimement persuadé, et on le voit au quotidien, ce sont des éléments de fierté pour ceux qui participent à toutes ces actions, etc. Ce sont des éléments de fierté pour les habitants, ce sont les éléments de sentiment d'appartenance. On est dans une région où on est plutôt à vivons heureux, vivons cachés, avoir un petit peu honte de notre passé, de notre histoire. Bien non, au contraire. On est en train d'écrire une page absolument extraordinaire. Ce sont aussi des éléments d'espérance, et je pense à notre jeunesse. De temps en temps, on nous dit qu'elle n'a plus beaucoup d'espérance, mais oui, et avec Rêve 3, véritablement, c'est un projet qui est porteur d'espérance. Et puis après, parce qu'on est dans une compétition des territoires, des entreprises, des instituts, des collectivités, c'est un élément d'attractivité. Comment faire venir des talents, des familles, des investisseurs, des chercheurs, les attirer, les retenir, les motiver. Donc un projet absolument passionnant, et j'ai beaucoup de plaisir à venir partager avec vous ce conseil d'orientation. Merci Patrick. Cette année 2022, son point d'orgue, ça a été la Convention universitaire pour le climat, avec une centaine d'étudiants, une cinquantaine de membres du personnel et 2 habitants du quartier. Donc cette convention n'est pas terminée, puisque ces 53 propositions font depuis le début de l'année 2023 l'objet de travail d'expertise, d'identification des porteurs potentiels, quels établissements vont se les approprier et comment va-t-on les mettre en œuvre. Parmi les sujets qu'on a mis en avant lors de ce conseil d'orientation, donc il y a bien sûr eu la Convention universitaire pour le climat, mais il y a aussi tout le travail sur le bilan et en particulier sur la trajectoire carbone, puisque nous visons la neutralité carbone en 2050 avec un gros point d'étape en 2030, avec une baisse de
d'environ 30 à 36% de nos émissions carbone pour 2030. Donc les établissements travaillent sur ce sujet qui est très difficile parce que ça pose bien sûr un certain nombre de questionnements techniques, mais ça pose aussi des questions économiques, des questions d'organisation de nos établissements, des questions d'acceptabilité et d'implication de tout un chacun. Autre sujet, celui de notre ancrage dans le quartier à travers le projet Campus Zen pour zéro émission nette, donc, qui marque le lien entre tous nos travaux démonstrateurs et Living Lab et le travail avec les collectivités, en particulier la ville et la métropole, pour améliorer notre ancrage dans ce quartier, que ce soit plus harmonieux en termes de nature, mais aussi en termes de mobilité, et également à travers les projets immobiliers qui sont nombreux et qui sont de plus en plus vertueux aussi par rapport au climat. Alors Campus Zen, c'est un projet qui vise à travailler de manière fédérative sur l'évolution de notre campus, du campus Vauban et Kermes, pour tirer parti de l'opportunité d'une part du développement de beaucoup des établissements présents sur le campus, du développement des services fédératifs, et tirer parti aussi de l'opportunité des transformations sur le quartier, avec notamment l'arrivée prochaine de nouveaux transports en commun et notamment d'un tramway, et puis les réflexions engagées par la ville et la métropole sur l'évolution de ce grand secteur du nord de l'île qui va de l'université catholique à la citadelle en passant par le port de l'île. C'est plutôt une démarche collective, c'est-à-dire que les projets ils sont portés par les établissements. Chaque établissement porte des projets de développement. Chaque établissement porte des projets immobiliers de transformation, de construction, de rénovation. Mais tous ensemble, on a des questions communes sur les espaces publics, sur notre accessibilité, sur les transports en commun, sur la qualité du cadre de vie qu'on offre à nos étudiants. Sortis de nos murs, ils se retrouvent dans des espaces publics qu'on aimerait parfois un peu plus verts, un peu plus piétons, un peu plus visibles. Un peu mieux signalé. Donc c'est ces sujets-là qu'on essaye de mettre en commun pour en tirer un plan d'action qu'on va porter pour certaines actions ensemble et que pour d'autres, on va essayer de porter avec les collectivités dont c'est la compétence. Autre sujet qui a été évoqué, c'est les projets de recherche interdisciplinaire, et en particulier un projet qui s'appelle Inclunive, qui a démarré en février, qui porte sur l'inclusion de tous les acteurs au sein de l'université, donc dans cet engagement dans la transition énergétique et sociétale. Le projet donc Inclunive signifie inclusion et mobilisation pour la transition écologique des universités, et vraiment son objectif est d'interroger la manière dont les transitions sont potentiellement inclusives ou exclusives de leurs usagers, et en particulier à l'université, donc d'interroger les choix techniques qui sont faits et la dimension inclusive ou exclusive de ces choix techniques. Alors ça va cibler plus spécifiquement les bâtiments, effectivement, donc vraiment toutes les dimensions du bâtiment, comment les bâtiments sont pensés et les choix techniques réalisés, avec quelle vision, représentation de la transition écologique, des usagers. Est-ce que ça doit passer par des techniques, en fait c'est l'idée, ou est-ce que ça peut passer par des changements? On parlait donc de la température, pour garder cet exemple-là. On peut faire un bâtiment très efficient, très isolé, dont on ne peut plus ouvrir la fenêtre, qui va décider à notre place de quand allumer la lumière, de quand allumer le chauffage, de quand le couper, que lorsque le bâtiment considère que c'est le plus efficient, ou on peut mettre un pull. Il y a peut-être un juste milieu, voilà, à trouver entre une transition très technophile et technicienne et peut-être une transition qui va reposer sur un changement de nos représentations de qu'est-ce que le confort. Peut-être que venir au travail avec un pull, ça peut devenir notre représentation, notre norme du confort. Enfin, le dernier grand thème de ce conseil va tourner autour de l'engagement. Comment encourager l'engagement de tout un chacun dans la transition? C'est l'engagement bien sûr personnel, l'engagement collectif, aussi l'engagement des institutions, des établissements et des entreprises. Ce mercredi se déroulait à la faculté de droit le débat RSE de l'université. 8 thématiques au programme et 4 entreprises invitées. On revient juste après sur ce débat avec notre invité Benoît Bourrel.
Alors on est à l'Université catholique de Lille et aujourd'hui se déroule le grand débat des facultés sur la responsabilité sociétale et environnementale. La finalité finalement de cette rencontre, c'est de provoquer des discussions, des débats entre des étudiants, des responsables RSE d'entreprise, des enseignants-chercheurs et des salariés de l'université sur des sujets ô combien importants aujourd'hui qui sont finalement notre responsabilité vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'environnement. Alors il va y avoir 8 entre guillemets apporteurs de problématiques, 8 intervenants qui vont mettre sur la table 8 sujets. Je ne vais pas forcément énumérer les 8 sujets, mais parmi les entreprises, il y a 4 entreprises, Vivendi, Adecco, Sodexo, Leroy Merlin. Il y a 2 associations de l'Institut catholique de Lille qui sont parties prenantes de tout ça et qui sont même parties prenantes de l'organisation. C'est le Caribou d'Espol et Printemps solidaire de la fac de droit. Et puis 4 enseignants-chercheurs par ailleurs des différentes facultés. En cette année 2023, dédiée à l'engagement pour notre université, ce grand débat s'inscrit dans le projet Vision 2030 de l'Institut catholique de Lille. Ce grand débat est le fruit d'un travail collaboratif porté par les enseignants et les étudiants. Il a rassemblé les compétences et les métiers de différents de nos établissements, la faculté de lettres et de sciences humaines, la faculté de gestion, d'économie et de sciences, la faculté de théologie et ESPOL, qui est l'école européenne de sciences politiques. Je suis là en tant que présidente du Caribou, qui est en fait l'association écologique éco-responsable d'ESPOL. Et du coup, j'ai aidé à l'organisation un petit peu de cet événement, principalement au niveau de la communication, au niveau des étudiants, et avec un des intervenants, donc Nicolas Cordu, qui interviendra sur le sujet de la RSE et de l'avenir des entreprises. Alors j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de réfléchir avec des étudiants, des enseignants, à l'impact qu'on pouvait avoir en restauration scolaire sur les choix d'alimentation, un petit peu sur la planète. Et en fait, dans la restauration scolaire, en France, on sert 1,1 milliard de repas par an. Donc en fait, les choix qu'on va pouvoir faire en termes de qualité des aliments, en termes de choix de bio, de pas bio, ça va quand même avoir des conséquences importantes. Donc c'est un sujet que je trouve d'importance collective. Les débats et discussions vont être menés par les participants eux-mêmes. Donc il y a 8 personnes, des étudiants, les entreprises, les anciens chercheurs qui vont apporter sur la table des sujets de discussion, voilà, sur des sujets qui les intéressent, dont ils ont besoin dans leur réflexion. Et ensuite, les participants on va changer de salle en fait. Là, on est dans un amphithéâtre pour lancer la chose. Et ensuite, on change de salle. On monte 2 étages plus haut dans une salle consacrée aux ateliers. Donc, les participants se regrouperont par table de discussion autour des intervenants pour, pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, débattre, discuter du sujet qu'ils ont choisi de discuter. Voilà. Et ensuite, tout le monde redescend ici, et un rapporteur par table va nous faire une synthèse de ce qui a été débattu sur chacune des tables. Moi, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour justement ouvrir la réflexion qui est la nôtre. Je ne viens pas amener un sujet de la RSE en tant que tel, mais je viens amener un tout nouveau développement que l'on a annoncé chez Vivendi en juin 2022, c'est que nous créons une fondation, la Fondation Vivendi, qui aura pour objet principal l'accès à la culture sur l'ensemble du champ de l'accès à la culture, que ce soit l'accès aux œuvres, la médiation culturelle, l'accès à la pratique culturelle ou l'accès au métier de la culture. Et je suis ravi d'ouvrir la réflexion avec les étudiants, avec les chercheurs et chercheuses de l'université pour identifier le sujet d'importance sur lesquels une entreprise comme Vivendi peut être encore plus attendue et avoir encore plus d'impact et contribuer encore plus. J'espère quelque chose qui sera dans un premier temps à la portée de tous, mais j'attends aussi une vision un petit peu critique sur tout ça. Parce que c'est vrai que la RSE, alors c'est une politique qui est extrêmement intéressante et qui est très importante, mais qui est souvent accusée de greenwashing notamment. Et du coup, j'attends une vision assez critique par rapport à ça, parce que ça m'intéresse particulièrement de connaître la vision des professionnels et des entrepreneurs sur ce sujet-là. En fait, j'ai été sollicitée par Benoît qui m'a invitée à venir participer à une forme de débat original. Sur un sujet qui me tient à cœur, en l'occurrence la RSE. Et je lui ai proposé un thème. J'ai effectivement constaté depuis quelques mois que le rôle des directeurs RSE était de plus en plus contraint par le reporting extra-financier,
et qu'il devait y passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, que les normes étaient multiples. Est-ce qu'on est là pour produire de la norme ou est-ce qu'on est là de la data, ou est-ce qu'on est là pour changer le monde, changer les organisations, avoir un impact ou mesurer cet impact. Donc c'est en fait pour trouver les réponses à ces questions que je suis venue pour participer à ce débat dans sa forme originale de conférence inversée. Alors, je sais que l'Université catholique de Lille est assez impliquée. J'ai eu l'occasion de discuter notamment avec plusieurs personnes de l'université qui ont mené le projet MaPérenne, qui est un projet à portée énergétique, entre guillemets. Donc, le but, c'était de réduire notamment la consommation de l'Université catholique de Lille en termes d'énergie, ce qui est une bonne chose. Et je sais qu'en ce moment, ils sont en train de faire en sorte d'obtenir un label, le label Agir Ensemble, donc un label de campus durable. Donc je dirais que c'est une bonne première avancée. Après, il y a plein de petites choses pour lesquelles c'est pas encore suffisant. Je sais qu'au début de l'année, par exemple, il y avait encore beaucoup trop de lumière allumée en permanence dans les bâtiments, ce genre de choses, donc il y a encore des progrès à faire. Pendant les ateliers, donc, des étudiants sont missionnés pour se répartir autour des tables et prendre note de tout ce qui sera dit, puisqu'on va produire un livrable. Voilà, qui dans les semaines qui viennent, qui reprendra l'ensemble des contributions. Voilà, donc une trace complète sera conservée des productions de ce soir. Benoît Bourrel, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui, pour vous, a émané de ce débat ? Alors, c'est surtout ce que j'ai entendu des uns et des autres participants le soir même ou par la suite. Ça a été un super temps de rencontre et de discussion pendant plus de 2 heures, dont 1 heure de débat, entre des étudiants, entre des enseignants-chercheurs et des entreprises. Voilà, donc des étudiants d'associations engagés, qui, pour certains d'ailleurs, ont pris part à la préparation même de l'événement, les enseignants-chercheurs, et les étudiants me disaient que ce qui leur a plu, c'est d'avoir ce temps de discussion avec des profs, parce que les profs, ils les voient en fin de cours éventuellement pour poser des questions sur le cours, mais vraiment des discussions de fond comme ça sur la RSE, sur l'engagement, la responsabilité, l'action, dans un monde qui nous reste à inventer demain. Ça a été très très apprécié. Les entreprises aussi qui ont vu là aussi la possibilité de discuter avec des salariés de l'université, des chercheurs, des étudiants sur leurs propres projets. Donc effectivement, ce temps d'échange, ce temps finalement de pause dans la réflexion qui a été permis grâce à ce débat. On a vu la présidente de l'association Caribou interpellée dans le sujet qu'on vient de voir. Il y a des efforts qui sont faits par l'université, mais il y en a d'autres à faire. Ouais, selon vous, faudrait axer sur quoi ? Il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'elle met le doigt malheureusement sur des petites incohérences d'éclairage qui reste allumé la nuit ou des choses comme ça. Même si, sur le fond, l'université a engagé depuis des années et des années une démarche de transition énergétique importante, avec ses bâtiments rénovés, sa production photovoltaïque, son pilotage de l'énergie. Non, c'est vraiment cette importance de la cohérence à rechercher sans cesse entre ce qu'on annonce et puis ce qu'on met réellement en œuvre. Voilà, y compris dans des petits détails auxquels on ne fait peut-être pas attention, mais on le voit, qui pour les étudiants sont importants. On l'a vu au travers de ce sujet, un terme qui revient, c'est aussi le greenwashing. Alors, où s'arrête la RSE, où démarre le greenwashing ? Ça a été un des sujets, donc là je vous encourage à attendre un petit peu le livrable, parce que c'était un des sujets qui a été apporté sur la table des discussions, RSE et greenwashing. La RSE... Elle s'accompagne de preuves, des preuves, elle s'accompagne d'une grande cohérence aussi, et voilà, donc, alors que le greenwashing va par moment mettre l'accent sur certaines actions, mais qui ne sont que certaines actions, finalement, d'une politique d'entreprise ou d'organisation, qui, à côté de ça, fait l'impasse totalement sur d'autres dimensions de la RSE. Donc le côté intégral voilà, des engagements, que ce soit sur les volets environnementaux, sociaux, RH et autres, sont vraiment importants. Un livrable va donc émaner de ce débat. Quelles sont pour vous les prochaines actions au niveau RSE ensuite ? Les prochaines actions RSE sont dans la prolongation, je dirais, des actions qui sont engagées aujourd'hui, déjà dans le domaine environnemental. On travaille beaucoup sur l'énergie, sur le bâtiment,
Pas plus tard que ce matin, on était en réunion sur les indicateurs avec la direction des moyens généraux, de la direction des projets immobiliers. Quels sont les indicateurs dont on a besoin. Donc encore beaucoup de choses à faire sur l'énergie, mais il faut étendre aussi à la problématique de l'eau, qui depuis cet été devient un sujet, y compris sur un campus, dans lequel on a des espaces extérieurs dans lesquels l'eau s'infiltre et alimente de la biodiversité, qui crée des îlots de fraîcheur. Et nos bâtiments commencent à récupérer de l'eau avec Louise Weiss, un premier bâtiment, et puis les prochains projets immobiliers également. Donc il y a l'eau, il y a la biodiversité, et puis sur les aspects sociaux, d'ouverture, d'inclusion, la direction des ressources humaines est complètement maintenant partie prenante de la politique RSE, portant d'ailleurs l'animation du réseau des managers avec un focus RSE cette année. Donc encore beaucoup de choses à faire. Ouais. Écoutez, merci beaucoup Benoît. Dernière petite question, est-ce qu'il vous arrive de faire le bouffon? Le bouffon? Oui. Alors au boulot, pas trop. Au boulot, pas trop. Mais en dehors, peut-être. En dehors, peut-être. Eh bien justement, la bouffonnerie, c'était la thématique de l'atelier organisé la semaine dernière par Hémisphère. Jean-Charles Caillé avait invité un membre canadien du Cirque du Soleil pour travailler le lâcher-prise. Regardez. Son. Yes! Excellent! Ok, mais même chose, intérieur des pieds. Bon, respire. Ready, set. Bouge pas. Caché. Bouge pas. Mais regarde-moi. Vraiment, calmez-vous, touchez-vous, là. Mais un super atelier ici à la Cato, avec un mélange de monde de tous différents backgrounds. Et dans 2 heures, il y avait une magie qui s'est produite tout seul avec l'énergie de ce groupe. Alors, un merveilleux stage de bouffon. Vous venez de faire quoi là, exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était une expérience complètement incroyable puisque j'ai découvert le Cirque du Soleil et faire la conne, faire l'andouille, faire le bouffon. Et c'est magique. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire cette initiation au bouffon? Eh ben, c'est une amie qui est à la Cato et qui m'a dit viens, ça va être un truc génial, tu fais pas ça tous les jours et je lui ai dit bingo, on tente, je savais même pas ce que c'était en arrivant. Oh Dieu, c'est délicieux ça. Bravo. Je suis basé à Montréal, maintenant connu comme maître bouffon, et je travaille beaucoup pour le Cirque du Soleil, je travaille dans des entreprises, je travaille avec des artistes et les étudiants. Alors, j'ai vraiment apporté le travail de bouffon dans plusieurs différents milieux. Le bouffon et le clown tombent en dessous le chapiteau de le théâtre physique, mais la différence, c'est que le clown, nous, comme public, on regarde le clown, puis on rit du clown, on embarque dans son jeu. Le bouffon, c'est opposé, il rit du public, alors le jeu est un peu différent, un peu plus espiègle, vraiment très divertissant. Crachez tout le monde. Triple. Line spit. Ça basait sur le Moyen Âge, ça c'est sûr. Alors, dans ce temps-là, les bouffons étaient les rejets de société. Alors, ça créait un genre de urgence et famille entre eux de survivre. Et oui, ça vient du Moyen Âge. C'est pas si moderne que ça quand même, mais c'est quand même, comme on dit, borderline, faire attention aussi, mais en même temps de lâcher prise. Oui, on va dans les places hors de notre zone de confort, on touche les tabous, mais c'est pas pour insulter ou pour moquer, c'est vraiment une parodie. Puis aussi, les temps médiévaux, c'est différent que les temps aujourd'hui. Alors, le style est vraiment basé dans ce temps-là, mais on peut le moderniser aussi. C'est ça vient de là. Je pense qu'au début, le monde pense que ça va être difficile, mais la façon que j'aborde
l'atelier, c'est qu'on va par étapes. Alors, ils ne se rendent pas compte qu'ils dépassent leurs limites en faisant ce genre de travail, mais c'est tout un lien tout long. Toutes mes expériences, les milliers de personnes que j'ai enseignées, c'est toujours une grande libération, une montée de confiance. Ça touche la communication, le regard. C'est vraiment complet comme résultat. Et j'ai toujours eu des excellents commentaires et des remerciements pour comment le monde se ressent après qu'ils font ce genre d'expérience. Tout le monde peut le faire? Absolument tout le monde, jeunes, vieux, hommes, femmes, n'importe quel genre de travail que vous faites, tout le monde peut le faire. Je sors d'une autre personne, je suis devenue une autre personne. Vraiment, il y a un changement dans mon corps, je sens un relâchement, donc merci. Oh mon Dieu, c'est touchant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et si jamais ça vous intéresse, sachez qu'il est question d'organiser prochainement un stage de 2 jours en bouffonnerie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à bientôt au Media Lab.